Ok, peuple d'Afrique, peuple de l'AES, peuple du Mali, peuple du monde, vous êtes tous salués. Cette vidéo aujourd'hui pour vous faire un débrief du conflit qui a eu lieu entre l'Iran et Israël pendant ces 12 jours, à savoir du 13 juin au 24 juin 2025. Donc pendant ces 12 jours de conflit, il s'est passé énormément de choses. Il y a énormément de choses qui ont bouleversé la vision, à mon avis, qui ont bouleversé la vision. On est clairement passé historiquement à un autre cap. Il s'est passé quelque chose dans ce conflit qui nous font changer de cap. Il y a des... On y reviendra, mais pour ma part, je pense que l'Iran a montré et a démontré aux yeux du monde, qu'elle était en mesure de répondre toute seule contre une coalition de plusieurs pays, sans pour autant ne serait-ce que soulever un seul avion pour aller bombarder. Ici, on a un petit peu deux méthodes qui s'affrontent. Parce qu'on est sur une guerre qui, disons, est à distance. On va dire que Covid oblige, télétravail oblige, c'est une guerre qui est à distance. L'Iran et Israël, ils sont séparés par trois pays. Peu importe le chemin que tu prends, ils sont séparés par trois pays. C'est soit l'Irak, c'est soit Irak, Syrie, non, c'est plutôt Irak, Jordanie, Israël, ou Irak, Syrie, Israël. Ou ça peut être Irak, Syrie, Liban, Israël. Donc, quoi qu'il en soit, la distance est à peu près entre 1600 et 2000 km. Donc, pour atteindre Israël, l'Iran doit traverser 1600 km. Pour atteindre l'Iran, Israël doit traverser 2000 km. Et là, on avait, on va dire, deux philosophies de guerre qui se sont affrontées. Notamment, on a les Israéliens qui ont misé sur leur aviation, et on a les Iraniens qui ont misé sur les missiles balistiques. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer d'expliquer, en fait, de relater ce qui s'est passé. L'attaque initiale, elle a commencé le 13 juin, où l'armée israélienne a décidé de frapper des résidences de hauts gradés militaires iraniens pour assassiner des hauts gradés militaires, notamment dans le chef d'état-major du CGRI, et d'assassiner des scientifiques du nucléaire. Ils ont dit que l'objectif de leur attaque, c'était de mettre fin au programme nucléaire iranien, de décapiter le régime et, dans la foulée, lancer une sorte de révolution colorée pour pouvoir soulever les Iraniens contre leur pays. À ce stade, aujourd'hui, on a eu un cessez-le-feu annoncé par Donald Trump, qui a beaucoup fanfaronné en fait dans cette histoire, mais bon bref, on va y passer. Euh, on peut dire qu'aucun de ces objectifs n'ont été remplis. L'Iran est toujours là, son programme nucléaire, je pense qu'il est toujours là, mais on y reviendra. Ensuite, bon, ils ont tué des généraux, quatre. D'ailleurs, il y en a un qui est réapparu aujourd'hui. Donc apparemment, il n'a pas été assassiné comme ça a été dit. Les cibles, on avait les installations nucléaires de Natanz qui ont été touchées, de Fordo qui ont été touchées, et Beyrouth, pardon, pas Beyrouth, qu'est-ce que je raconte, Téhéran aussi a pas mal été frappé par les Israéliens. D'ailleurs, le premier jour, ils l'ont eux-mêmes admis dès le premier jour, c'est qu'ils ont été pris de court. Parce que les Israéliens ont frappé subitement, puisqu'ils étaient encore en négociation avec les États-Unis. Donc, en fait, ils ont un peu trahi dans cette affaire. Donc, ils ont expliqué qu'ils ont été pris de court lors des premières heures, parce que, en fait, ce qu'avait fait le service de renseignement israélien, dans lequel on ne va pas se leurrer, hein, ils sont assez forts là-dedans. En plus, ils travaillent avec les Américains, les Européens, tout ça, donc ils ont du renseignement. Donc, avaient réussi à faire infiltrer des espions au sein de l'Iran qui utilisaient des drones kamikazes pour... Il y a pas mal de bombardements qui ont été faits, en fait, non pas par l'aviation israélienne, mais par des drones kamikazes à l'intérieur du pays.
Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi, via ces infiltrations-là, ils ont réussi à s'approcher de batteries antimissiles pour les identifier et donner leur localisation et aussi les saboter. C'est pour ça que le premier jour de l'attaque, il y a eu pas mal de bombardements où Israël expliquait qu'il avait la maîtrise du ciel iranien pendant 2 heures. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Ensuite, en début de soirée, on a vu que l'Iran a réussi à remobiliser ses troupes, parce que c'était à ce moment-là qu'ils ont tué la majorité, ils ont assassiné la majorité des scientifiques et des scientifiques nucléaires et des généraux du pouvoir, hein, de l'état-major. Et dans cette affaire, ils ont réussi à se reprendre et ensuite ils ont envoyé plusieurs salves de missiles. À l'heure actuelle, ils ont envoyé 23 salves de missiles. Et si je ne me trompe pas, ils ont envoyé l'équivalent, enfin ils ont envoyé 450 ou 500 missiles balistiques en tout. Autant vous dire qu'ils ont fait du sale. Mais vraiment, ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts comme pas permis. Donc, au premier jour, une fois avoir atteint plusieurs cibles en Iran, on a Benjamin Netanyahu qui est sorti pour venir expliquer que leur but c'est d'éradiquer la menace nucléaire iranienne et de faire tomber le régime. Et ils avaient aussi dit que ils pourraient assassiner l'ayatollah Khamenei. Donc, en réaction de l'Iran, l'ayatollah Khamenei promet une punition sévère pour Israël. Ensuite, donc, la riposte intervient. Vraie promesse, true promise free, donc la vraie promesse 3. Déluge de feu. Donc, l'Iran envoie plusieurs salves de missiles balistiques dans la soirée, et ils utilisent pas mal de missiles. Au départ, de ce qu'on a compris, ils utilisent plutôt les missiles et les drones, on va dire, enfin ils utilisent plutôt d'abord les drones qui vont prendre plusieurs heures à arriver sur le territoire israélien, puis ensuite ils vont utiliser les missiles balistiques. Et les missiles balistiques, au départ, ils ont commencé, comme ils ont expliqué, à utiliser les missiles balistiques des plus anciens. D'accord, les plus anciens, pour affaiblir le système de défense antiaérien israélien et la coalition qui a tout autour. On va revenir sur la carte ici, Iran ici, Israël ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'a fait l'Iran, on peut considérer ça comme un véritable exploit. Alors pourquoi? À chaque fois qu'un missile iranien quitte l'Iran et tape en Israël, c'est un véritable exploit scientifique qui est réalisé. Ça, il faut que les gens ils le comprennent. Pourquoi? Déjà, comme on vous a dit, la distance est 1600 km. Mais ce n'est pas ça le plus difficile. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, au Bahreïn, au Qatar, les États-Unis, ils ont des bases militaires navales. Donc, ils ont des porte-avions qui traînent par ici. Et ils ont aussi des porte-avions qui traînent par ici dans le détroit de Bab el-Mandeb. Donc, première défense, ça va être les bateaux qui vont se trouver dans cette zone-là. Enfin, plutôt dans cette zone-là, Bahreïn, Qatar et tout ça. Donc, les États-Unis vont essayer d'intercepter les missiles iraniens. Si les missiles arrivent à passer, dans le ciel de l'Arabie Saoudite, les avions américains, anglais, allemands et français vont se lever pour aller intercepter du drone et du missile balistique. Deuxième couche de défense. Si le missile arrive à passer, il va venir se retrouver peut-être au Bahreïn ou plutôt en Jordanie, ou en Syrie. En Syrie, les Israéliens, les Américains, encore une fois, ils vont tenter de l'intercepter via des systèmes, des avions de chasse. Les Français, les Anglais, tout ça, les Allemands aussi, on a vu. Ensuite, donc, troisième couche de défense. Ensuite, s'ils passent par ici, on a aussi ici, dans le détroit de Bab el-Mandeb, ici, les bateaux américains, porte-avions, qui sont en mesure de lancer des missiles, des missiles intercepteurs, qui vont essayer de l'intercepter. Quatrième couche de défense antiaérienne.
Ensuite, si le missile arrive à passer tout ça, il va se retrouver dans le ciel israélien, et là on a le système THAAD. Les Américains, vous vous rappelez, lors de la True Promise, Promesse véritable 1 et 2, suite à ça, ils ont envoyé leur système THAAD. Et les systèmes THAAD, c'est des systèmes d'interception anti-aériens qui sont capables d'intercepter des missiles à plus de 100 km dans l'atmosphère. D'accord? Dans le ciel, en gros, à plus de 100 km. Ces systèmes-là, les Américains, si je ne me trompe pas, ils en ont 18. Donc, ils en ont fourni un à Israël. Donc, si le missile arrive à passer la défense du système THAAD, il se retrouve avec le système de défense antiaérienne qu'on va appeler le système, la fronde de David. La fronde de David, je crois qu'il est capable d'aller intercepter une cible à 70 km, si je ne me trompe pas. C'est peut-être pas très juste les chiffres que je donne, mais c'est à peu près ça. S'il arrive à passer la fronde de David, ce missile, donc là on est à la 6e couche de défense antiaérienne. Si ce missile arrive à passer la fronde de David, il va aller se friter au système Arrow, d'accord, qui lui est capable d'aller intercepter, je crois, à 70 km le missile en hauteur. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que s'il arrive à outrepasser le système de défense Arrow, il va maintenant faire face au dôme de fer, qu'on a vu qui est plutôt un dôme de gruyère maintenant. Mais bon, bref, il va devoir aller se friter au dôme de fer. Donc, on a 7 à 8 couches de système d'interception que le missile doit traverser pour pouvoir aller taper sa cible. Donc, c'est pour ça que je dis que chaque fois qu'un missile iranien tape une cible en Israël, c'est un exploit scientifique de premier ordre. Donc ça, c'était pour l'introduction de ce fait. Ensuite, j'ai remarqué que les Iraniens avaient... En fait, c'est deux concepts qui se sont affrontés. On a les Israéliens qui ont plutôt misé sur l'aviation et les Iraniens qui ont plutôt misé sur les missiles balistiques. Et de mon point de vue, je ne suis pas un expert militaire ou un expert quoi que ce soit, mais de mon point de vue, je pense que les missiles balistiques l'ont emporté. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un calcul assez simple, en fait, à la base. Et pourquoi les missiles balistiques l'ont emporté? Les meilleurs missiles balistiques que l'on connaît, de ceux que l'Iran possède et de ceux que l'Iran a montré jusqu'à maintenant, c'est le missile Fatah. Il y a le Fatah 1 et Fatah 2. Donc les meilleurs missiles Fatah, leur coût à la production, c'est 200 000 euros. 200 000 euros pour le missile balistique Fatah. Fatah 2, Fatah 1. Donc, derrière, pour intercepter un Fatah 1, un missile Fatah, un missile balistique Fatah, le dôme de fer ou les systèmes Arrow et les systèmes machin, ils sont obligés d'envoyer au minimum une salve de 12 missiles intercepteurs qui coûtent à Israël 144 millions de dollars. Donc chaque fois qu'un missile balistique est envoyé depuis l'Iran vers Israël, l'interception coûte 100 fois plus cher à Israël que le lancement de l'Iran. Cette guerre, elle était juste pas tenable pour Israël. C'était impossible. Elle était juste pas tenable. Économiquement parlant, si cette guerre aurait duré plus de 2 semaines, d'ailleurs, dès le départ, Israël annonce que cette guerre elle va durer 2 semaines. Parce que eux, pour eux, ils vont venir, ils vont les éteindre, ils vont passer. Sauf que là, ils sont tombés sur un gros morceau. Et apparemment, l'Iranien, il est dur à croquer. Et ça, on ne savait pas. Enfin, on s'en doutait. Mais avec leur tête de gentils, ils tapent fort, les Perses. Donc, du coup, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, c'est pour ça qu'on a abouti à ce cessez-le-feu, moi, je pense. Et que toute cette histoire, cette fanfaronnade, même le bombardement américain, je pense qu'on y reviendra. Mais tout ça, c'est juste une méthode pour pouvoir se sortir de ce bourbier en essayant de garder un minimum la tête haute et essayer de pouvoir fanfaronner, faire des belles photos, comme on a vu ce que Trump a fait, et parler de prix Nobel de la paix, de je sais pas quoi. Sinon, en vrai, ils ont pris une rouste. Ils ont pris une rouste. Ils ont pris une rouste. Parce que il suffit de voir les dégâts, en Israël, ils ont pris une rouste. Donc, maintenant, les missiles qui ont été utilisés lors
de ces différentes salves. Comme j'ai dit, il y a eu 23 salves qui ont été envoyées. Il y a eu, côté israélien, énormément de bombardements, beaucoup de civils tués, des civils iraniens tués. Je crois qu'on est à près de 1000 morts dans cette affaire. Et aussi, ça me permet de venir sur un point. En vrai, ce conflit m'a beaucoup, comment dire, fait réfléchir parce que je pense que l'humanité est perdue. Alors pourquoi je dis ça? En fait, au-delà même du conflit, de la guerre et tout ça, les gens aujourd'hui regardent les guerres comme s'ils étaient devant une série télévisée. On voit les bombardements en direct, les gens se réjouissent en commentaire, rigolent, envoient des smileys, champagne, machin, alors que dans chaque bombardement, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est tué, au moins, au minimum, où il y a des destructions qui sont faites. Donc c'est pas quelque chose de joyeux, peu importe que ce soit l'ennemi qui soit tapé ou que ce soit l'allié qui soit tapé, en fait, c'est déplacé de se réjouir de ça. Même si je peux comprendre, hein, je peux comprendre certaines choses, moi le premier, hein, mais je pense qu'il faut raison garder et surtout certaines choses, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent experts de tout et qui viennent vous expliquer que oui, non, l'Iran devrait faire ça, Israël devrait faire ça, c'est du bluff, machin. Les gens dépensent des millions et des milliards de dollars et il y a un gars dans son salon, assis sur son canapé, qui tapote sur Telegram ou sur n'importe quel réseau social et qui va t'expliquer que tout ça c'est du cinéma. Il y a des gens qui meurent, hein, il y a des milliers de gens qui sont morts. Il va t'expliquer que tout ça c'est du cinéma, c'est des aliens, c'est des machins, c'est des trucs. Bon bref, on n'est pas là pour débunker des conneries. Mais moi ce que je voulais dire c'est qu'il faut que l'humanité se ressaisisse un petit peu, mentalement déjà d'abord, parce que une guerre ça reste quand même une guerre. Quand les gens y meurent, à la fin il n'y a personne qui se relève en fait, ils meurent pour de vrai. Donc ça, c'était le petit aparté que je voulais dire là-dessus. Ensuite, on va revenir sur les missiles qui ont été utilisés. Les missiles qui ont été utilisés côté iranien, on a du Emad. Le Emad, il a une portée de 1700 km. Et on a le missile radar. Ils ont utilisé aussi le missile radar, qui veut dire destin ou destinée, si vous voulez. Qui a une précision à peu près de 10 mètres. D'accord ? Ensuite, ils ont utilisé aussi le missile Khaybar Sheikhan, qu'ils ont utilisé, qui est un missile hypersonique qui va à Mach 10. Et les cibles qui ont été touchées, notamment les centrales électriques de Haïfa, qui a complètement cramé, la raffinerie de Bazan, ou Bazan, je ne sais pas comment on dit, qui produisait plus de 200 000 barils par jour, elle a aussi explosé. Enfin, elle a été touchée, tout est parti en fumée. Et du coup, ce qui a créé une pénurie de kérosène. Du coup, qui dit pénurie de kérosène dit aviation compliquée. Ils ont tapé l'Institut Weizmann, qui est un centre de recherche et de développement militaire, scientifique militaire, pour aider l'armée israélienne dans tout ce qui est renseignement, cryptographie et tout ce qui s'ensuit. Et là aussi, ce centre a été totalement détruit, le centre à Tel Aviv, il a été totalement détruit. Israël aussi a tapé certaines raffineries à Téhéran, et dans d'autres villes iraniennes, on a tapé pas mal, de bâtiments de résidence civile, a ciblé et assassiné les chercheurs dans le domaine du nucléaire, a décapité plutôt pas mal les généraux du corps des gardiens de la Révolution, et il s'est passé beaucoup de choses, quoi. Des deux côtés, il y a eu de la casse. Ensuite, Israël annonce à peu près 24 morts, si je ne me trompe pas, et 240 blessés. Bon, ça, c'est des chiffres. Alors, des deux côtés, un petit peu plus du côté d'Israël, parce que côté iranien, on voit que, bon, dès le départ, tous les assassinats qui ont été annoncés, ils ont avoué qu'effectivement, les personnes ont été tuées, et lorsqu'il y a eu des bombardements, à chaque fois, ils indiquaient que tant de personnes ont été tuées, ce qui n'était pas forcément le cas de l'autre côté. Donc 9 morts
et 240, enfin 24 morts et 240 blessés, vu le nombre de destructions, le nombre de bombardements, ça me paraît pas mal étonnant. Donc ça, moi je vous dis, c'est des chiffres à prendre non pas avec des pincettes, mais carrément avec des coupons. Parce que là, je ne vois pas comment c'est possible. Ensuite, l'Iran, elle a détruit, on sait, c'est documenté, au moins 4 F-35, ce qui n'était jamais arrivé avant cette date. Il y avait, personne n'avait jamais abattu un F-35. Et je pense que c'est, alors c'est pas la raison, mais c'est une des raisons qui a fait que les États-Unis sont intervenus de cette manière. Parce que déjà Lockheed Martin en bourse, ils ont perdu pas mal, mais au niveau dissuasion technologique, les États-Unis ont pas mal pris quand même dans cette affaire. Donc, on ne va pas dire suprématie de la défense aérienne iranienne parce qu'ils ont subi pas mal d'attaques, mais on peut dire que la défense antiaérienne iranienne c'est vraiment pas mal défendu. C'est vraiment pas mal défendu en prenant en compte le nombre d'avions mis en cause, leur distance, parce qu'en fait, il faut savoir que quand Israël tape Téhéran ou tape les villes iraniennes, c'est pour ça qu'on voit qu'ils ont beaucoup tapé à l'est et pas du tout, enfin, ils ont plutôt tapé à l'ouest de l'Iran, et pas à l'est, à l'autre bout. Ils ont plutôt tapé vers la frontière avec l'Irak, parce que c'est ce qui était à leur portée. Parce que leurs avions peuvent aller jusqu'en Syrie, mais ne peuvent pas atteindre l'espace aérien iranien. Pas possible, sinon ils se font détruire. Donc, ils ont réussi à pas mal se défendre au niveau anti-aérien. Ils ont aussi réussi à détruire quelques drones. Dans les ressources, on dénombre une centaine de drones détruits, mais c'est pas tous des drones d'attaque, il y a eu des drones kamikazes et tout ça, donc, mais par contre, si je ne me trompe pas, les drones Hermès 900, une dizaine, ou 4 ou 5 ou une dizaine, en tout cas de ce qui a été documenté. Donc, comme je vous l'expliquais, on a assisté à une innovation tactique dans cette affaire. C'est que les missiles balistiques ont ont eu la supériorité sur les systèmes de défense anti-aériens, on va dire, occidentaux. Via les bateaux intercepteurs américains, via les intercepteurs avions de chasse, on va dire, de tous les pays occidentaux, France, Angleterre, Allemagne. Et ensuite du système Arrow 3, le dôme de fer et le système THAAD. Comment cela a été possible? Je pense que c'est dû au fait que de la trajectoire des missiles hypersoniques. En fait, on a pas mal de pays qui disent oui, ils maîtrisent l'hypersonique. En fait, c'est pas vrai. Il y a 3 ou 4 pays, je crois, qui maîtrisent la technologie hypersonique. Et je vais vous dire, je vais vous dire lesquels et ensuite je vous dirai le pourquoi du comment. En fait, les missiles hypersoniques, je crois qu'il y a la Russie, l'Iran, la Chine et je crois celui-ci, je ne suis pas sûr, mais je crois l'Inde aussi qui maîtrise la technologie. Alors pourquoi je dis que beaucoup fanfaronnent en disant qu'ils maîtrisent la technologie hypersonique et que ce n'est pas quelque chose de compliqué, on y croit bien sûr, c'est que oui, aller à une vitesse hypersonique, ils y arrivent. Mais un missile, la caractéristique d'un missile hypersonique, au-delà d'aller à la vitesse hypersonique, donc Mach 10, Mach 11, Mach 12, c'est surtout de pouvoir manœuvrer à ces vitesses-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être en mesure de dévier d'une route, d'avoir une trajectoire qui va être imprévisible, parce que les missiles balistiques, hein, ils montent en l'air, ils redescendent, donc du coup, on peut calculer sa trajectoire en fonction de par où il va. Par contre, un missile hypersonique manœuvrable, on ne peut pas calculer sa trajectoire, parce qu'il fait des feintes, tout simplement. Il fait des feintes. C'est Ousmane Dembélé, il fait des feintes. Donc, et aussi, une tactique que les Iraniens ont beaucoup mis en œuvre depuis Promesse Véritable 1, c'est le lancement de drones préalablement à l'envoi de missiles balistiques. En gros, ce qu'ils font, c'est que 2-3 heures avant, ils envoient les drones kamikazes, qui vont aller s'écraser, qui ont des destinations, qui ont une charge utile, enfin qui ont une charge explosive, et qui vont aller s'écraser si on ne les intercepte pas. Donc l'aviation et les systèmes antidéfense de l'ennemi sont obligés d'aller chasser dans le ciel des
des drones qui coûtent pas cher, qui vont coûter entre 10 000 et 30 000 euros. Donc, et à chaque fois que tu dégommes un avion, enfin un drone à 10 000, 30 000 euros, tu vas dépenser 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à fatiguer les défenses aériennes. Ensuite, vu que c'est des avions de chasse, bah, les avions de chasse, ils ont besoin de kérosène. Au bout d'un moment, au bout d'un certain temps pour une mission, bah, ils sont obligés soit d'aller se ravitailler, soit de retourner à la base. Et c'est à ce moment-là que les Iraniens envoient les missiles balistiques. Et à ce moment-là, ils rentrent comme dans du beurre. Enfin, comme dans du beurre. Il y en a certains qui sont interceptés, mais il y en a beaucoup qui font mouche. On a vu comment dirais-je, des statistiques d'interception totalement farfelues, entre 90 et 98%. Le nombre d'impacts qu'on a vu, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Le nombre 98%, ça voudrait dire qu'il y en a un qui touche tous les 100. C'est pas possible. Il y en a 500, il y a 450 à 500 missiles qui ont été envoyés. Ça voudrait dire qu'il y en a que 5 qui ont touché. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. 90%, ça voudrait dire qu'il y en a que 5 qui ont touché. Et ça n'a pas de sens. Ok? Donc, enfin, non. 98%, ça voudrait dire qu'il n'y en a que 5-6 qui auraient touché. 90%, ça voudrait dire, allez, il y en a 30, 40, 50 qui auraient touché. C'est pas cohérent. Avec ce qu'on a vu sur le terrain, c'est pas cohérent. Pour moi, en tout cas, c'est pas cohérent. Et on a vu aussi le port d'Haïfa qui a été totalement détruit. C'est pas l'œuvre d'un seul missile. Les impacts, on en a vu, il y en a des dizaines par salve. Donc, au bout d'un moment, cacher les chiffres, ça peut se comprendre, mais il faut quand même raison garder. Ensuite, le 22 juin, on a eu les États-Unis qui ont lancé l'opération Midnight Marteau de minuit. Du coup, ça consiste en quoi? Du coup, là, les États-Unis rentrent dans la guerre et ils vont frapper la centrale nucléaire de Natanz avec des GBU 57AB, des GBU 57A ou B en fait, qui ont en fait une capacité de pénétration. C'est des missiles, comment ils appellent ça, bunker buster, qui sont capables en fait de transpercer le sol et aller détruire des bunkers. Alors, le résultat, ce que eux, ils ont indiqué, en gros, ils ont envoyé sur Natanz. Alors, sur Natanz, ils ont envoyé des missiles, c'est les missiles, comment c'est pas les missiles Stinger, comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom, mais ils ont envoyé sur le site de Fordo, la centrale nucléaire de Fordo, ils ont envoyé 6 bombes. Ils ont envoyé 6 bombes. Et ils ont tapé 3 centrales nucléaires. Et en tout, ils ont utilisé 12 bombes GBU 57. Donc des bombes qui pèsent 13 tonnes. Ces bombes, elles ont une capacité de pénétration dans du béton. Écoutez bien, c'est dans du béton de 60 mètres sous terre. Par contre, là, on est dans une configuration qui est un peu différente, comme vous allez le voir. Ici, on est dans une configuration qui est un peu différente. Là, on est sur des centrales nucléaires qui sont souterraines. De ce qu'on en sait officiellement, ces centrales nucléaires, elles seraient à une profondeur de 80 à 90 mètres sous terre, sous une montagne, avec une composition en granit, donc ce qu'il y a de plus dur. Et du coup, une bombe GBU 57 qui part à 60 mètres, dans ce genre de configuration-là, certains experts disent qu'elle pourrait aller perforer au max à 2 mètres. Entre 2 et 10 mètres max. En gros, elle pourrait rentrer à 2 mètres. Donc, si on fait le calcul, enfin, si on voit ce que les Américains ont essayé de faire, c'est d'en envoyer plusieurs pour perforer, reperforer par-dessus, reperforer. Mais sauf que ça ne marche pas toujours comme ça. C'est pas... Bref. Donc ici, on peut voir qu'on a 6 impacts. Parce qu'on peut identifier 6 trous ici, machin. Et on nous dit que la base a été totalement détruite. Mais si on fait le calcul, si ça part à 2 mètres, on va dire aller entre 2 et 6 mètres, bah au maximum, avec 6 impacts, au maximum, au mieux, du mieux, ils sont allés max à 20-30 mètres. Donc, dire que la base a été totalement détruite,
c'est un peu fort de café pour ma part, parce que je trouve que c'est pas quelque chose de réellement possible. Donc, moi je pense que ils ont fait leur opération. Pour eux, ils ont vu l'impact. Mais moi, ce que je vois, c'est que au niveau des experts du nucléaire, ils disent qu'il n'y a eu aucune contamination de radiation, c'est qu'il n'y a rien eu. Après, on nous dit aussi que les Iraniens ont évacué la zone, ils ont retiré tout l'uranium enrichi de la zone, ce qui peut être réel en vrai, hein, ça peut être vrai. Enfin, c'est certainement vrai d'ailleurs, c'est réel. Mais j'ai quand même des doutes, même sur la destruction de quoi que ce soit là-bas. Parce qu'en fait, à 90 mètres, déjà, la bombe, elle n'est pas capable d'y arriver. Si c'était uniquement du béton, mais avec le béton qui a été mis en place, c'est une sorte de sarcophage avec des couches de béton, des couches de métal, des couches de terre et plus la montagne en granit, je vois pas comment. Je vois pas comment. Donc, derrière, ensuite, on a, comme d'habitude, Donald Trump qui est sorti pour dire que voilà, leur opération a été couronnée de succès, que tout a été détruit et que l'Iran ne reconstruira jamais son programme nucléaire. Ensuite, l'Iran a annoncé qu'ils allaient riposter contre les Américains et que les Américains pensaient que leur plus grande force était leur projection, on va dire, dans le monde entier, la projection de leur armée dans le monde entier, mais ceci constituait leur plus grande faiblesse. Donc, et qu'ils allaient les attaquer, leur base, partout dans la région. Du coup, euh, lundi soir à mardi, on a eu, à mardi matin du coup, lundi 23 à mardi 24, on a eu les bases américaines au Qatar et à Bahreïn, je crois, qui ont été attaqués, et en Irak, où ils ont détruit un radar là-bas, et on a eu des impacts là-bas. Alors, on a eu des impacts un peu partout. Donc, apparemment, l'Iran aurait prévenu le Qatar quelques heures avant, comme quoi ils allaient taper, parce que comme c'est apparemment... Bon, comme c'est un pays, ils considèrent le Qatar comme un pays frère, ils les ont prévenus en avance. On a Donald Trump qui est sorti pour expliquer qu'il remerciait les Iraniens d'avoir prévenu en avance et que leurs frappes étaient des petites frappes, que ça n'avait commis aucun dégât et que tout avait été intercepté. Ce que nous, encore une fois, sur les images au Qatar et en Irak, on a vu des impacts. Donc il y a bien eu au moins en Irak au moins un impact sur la base irakienne. Et on a eu aussi au moins un, voire deux impacts sur la base irakienne. Et on sait qu'un radar a été détruit. Un radar anti-aérien a été complètement brûlé. Après, en Irak, on ne sait pas si c'est une attaque de drone ou si c'est du sabotage. Mais ça m'étonnerait parce que les bases américaines elles sont plutôt bien protégées niveau terrestre. Donc ensuite, suite à cette frappe, les hostilités ont repris. Enfin, les hostilités ont continué entre Israéliens et Iraniens. Donald Trump, dans la foulée, dans la nuit, annonce qu'il a négocié un cessez-le-feu avec les Iraniens et avec les Israéliens. Les Iraniens sont sortis pour dire qu'eux, ils avaient négocié absolument rien du tout. Le Qatar a aussi participé aux négociations. Et Israël a accepté le cessez-le-feu. Puis les Iraniens ont dit qu'eux, ils avaient négocié aucun cessez-le-feu, mais qu'ils étaient prêts à arrêter les hostilités si Israël arrêtait à partir de 4 heures du matin les hostilités, les bombardements chez eux. Donc, Israël a continué à taper. Enfin, ils ont essayé de taper jusqu'à enfin, l'heure indiquée. Puis, ils ont débordé, malheureusement pour eux. Ils ont débordé, donc l'Iran a frappé jusqu'à 9h. Enfin, Israël a continué à frapper jusqu'à 9h du matin. Derrière, ils ont envoyé plusieurs salves de missiles balistiques sur Israël. Et ils ont détruit un quartier. J'ai oublié le nom du quartier, il faudrait que je cherche. Ils ont fait pas mal de dégâts dans ce quartier aujourd'hui. C'est le quartier... voilà, j'ai trouvé, excusez-moi. C'est Beersheba, le quartier de Beersheba. La dernière attaque, la dernière salve, elle a été sur le quartier de Beersheba, où ils ont lancé, on va dire, une vingtaine de missiles qui a touché la zone. Donc il y a eu plusieurs morts et plusieurs blessés dans cette affaire. Puis ensuite, le cessez-le-feu a été mis en vigueur. Et jusqu'à maintenant, je crois que
on n'a pas eu d'attaque. Et on a les Iraniens qui sont sortis, et je pense à juste titre, massivement, pour célébrer leur victoire sur les États-Unis et l'État d'Israël. Pour rendre hommage à leurs martyrs et aussi soutenir le régime iranien, pour les soutenir et dire qu'ils sont fiers d'eux d'avoir défendu la patrie comme ils l'ont fait. Pourquoi c'est important? Parce que ça faisait partie des objectifs de cette guerre lancée, même si pour moi je pense que cette guerre n'avait pas d'objectif. Ils voulaient se faire l'Iran et ils se sont dit on va y aller. Mais en gros, les objectifs annoncés au départ, c'était destruction de la capacité nucléaire de l'Iran, provoquer une rébellion pour un changement de régime et essayer de décapiter les têtes pensantes de l'armée et pourquoi pas en bonus tuer l'ayatollah Khomeini. Maintenant, rien de tout ça n'a été atteint comme objectif. Et encore une fois, quand on regarde les destructions, c'est assez massif quand même. Au niveau des morts, comme j'ai dit, on est aux alentours de 950 à 1000 morts, voire plus, côté iranien, ce qu'ils ont annoncé. Donc plus de 400, voire plus, près de 500, voire plus de civils, des femmes et des enfants, du coup des civils, hein, des femmes et des enfants. On a même vu qu'il y avait eu des femmes enceintes dans l'histoire. Israël, elle, de son côté, indique 24 civils tués. Ce qui est très étonnant, déjà 24 civils, ça peut pas être vrai parce que récemment, j'ai vu passer déjà qu'ils ont annoncé la mort de 2 soldats. Donc c'est plus des civils. Bon bref, ça c'est chacun décide de ce qu'il annonce. Ça, comme j'ai dit, c'est des chiffres des deux côtés à prendre avec des pincettes, voire un coupe-ongle. Niveau blessés, l'Iran en annonce 3396 et Israël 2835. 3 raffineries ont été incendiées en Iran, notamment à Bochet, et l'usine de Farda Motors a été détruite. En Israël, on a la centrale d'Haïfa qui a été complètement détruite. On a une raffinerie aussi qui a été détruite. On a une centrale électrique aussi qui a été détruite, c'est à Ashkelon, je crois. Et l'aéroport de Ben Gurion, il a été tapé dans, on va dire, à peu près dans tous les sens. Et on a plusieurs bases israéliennes, bases aériennes, services de renseignement, le siège du Mossad, le siège du ministère de la Défense, le siège du ministère de la Guerre, tout ce qui est lié à la défense, le centre de recherche de Wazim, ou je ne sais plus comment ils appellent, tout ça détruit. Tout sera détruit. Au niveau des avions abattus, l'Iran a abattu plusieurs drones Hermes 900, une bonne dizaine, je crois. Et en termes de drones kamikazes, on en dégommé presque des centaines. Au niveau des avions de chasse, ils ont descendu au minimum 4 F-35, ce qui a été documenté, au minimum 4 F-35, voire plus. Et ceux dont on n'a pas eu les images, on n'a pas eu les images. Mais au moins 4 F-35. Et les drones détruits, l'Iran a détruit plus de... Enfin, les drones iraniens détruits, vu que la stratégie iranienne, c'est d'envoyer des drones pour fatiguer la défense aérienne, c'est plus de 500 drones iraniens détruits. Après, encore une fois, c'est encore des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que c'est des chiffres que celui qui dit avoir détruit annonce. Donc, quelque part, forcément, on peut se douter qu'ils vont essayer de faire ça à leur avantage. Et les drones israéliens détruits, c'est plus d'une dizaine. D'accord. Donc là, aujourd'hui, le cessez-le-feu, il a continué. Et au début de cette émission, vous vous rappelez, je vous disais qu'il y a eu une bascule dans cette histoire. Et moi, où est-ce que je vois cette bascule? Ce qui est que les États-Unis ont perdu une grande partie de leur dissuasion. La seule dissuasion à laquelle qu'ils n'ont pas perdu, c'est la dissuasion nucléaire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau conventionnel, ils avaient les GBU-57 qui étaient leur arme ultime, même si tu étais caché dans un bunker à combien de mètres sous terre, ils pouvaient aller te débusquer avec ça. Il faut savoir que les GBU-57, ils sont portés par les B-52, qui sont des avions furtifs, des avions bombardiers furtifs qui ont coûté chacun 2 milliards de dollars.
les bombes GBU 57, pour en faire 8, la première fois, je crois que ça leur a coûté. Enfin, la deuxième fois, je crois que ça leur a coûté 38 millions de dollars pour en faire 4, je crois. Donc, c'est quelque chose qui coûte très cher. Ils en ont utilisé 6 sur une même cible et on n'est pas en mesure de dire si cette cible elle a été détruite jusqu'à présent. On est 3 jours plus tard. On n'arrive toujours pas à déterminer si cette cible elle a été détruite ou pas. Et il y a de fortes suspicions que ça n'a pas été le cas. Donc au niveau des GBU 57, on sait maintenant que l'Iran a la parade. Ou du moins, elle a une défense naturelle qui fait que ça n'a aucun effet. Par contre, de l'autre côté, l'Iran a démontré sa capacité, du moins balistique, à taper là où elle le souhaitait, à n'importe quel moment. Et au niveau des missiles balistiques utilisés, je vous avais parlé des missiles Fatah, mais ils ont aussi utilisé des nouveaux missiles, notamment le missile Sigil qui a été utilisé, qui fait référence, en fait ils ont beaucoup de missiles comme ça qui font référence à, on va dire, à la théologie. Par exemple, le missile Sigil, c'est un missile, ça fait référence à un puits de l'enfer qui s'appelle Sigil, et dont un peuple a été détruit avec ça, dans l'histoire, dans le Coran, un peuple a été détruit avec ça parce qu'il voulait aller détruire la Kaaba. Et Dieu les a punis. C'est les gens qui venaient en éléphant, on appelle ça comme ça dans la sourate Al-Fil. Donc, ce missile, bah, il s'appelle comme ça. Ils ont d'autres missiles qui s'appellent Khaybar, qui est le nom d'une forteresse qui avait été prise par les musulmans à l'époque du prophète, et notamment au concours du compagnon du prophète, Ali ibn Abi Talib. Ensuite, ils ont utilisé d'autres missiles. Ils ont utilisé le missile Haïdar, qui lui aussi fait référence à Ali ibn Abi Talib, qui, lors de la bataille de Khaybar, lorsqu'il avait combattu, son ennemi lui demandait qui es-tu? Tous ceux qui sont venus avant toi ont mordu la poussière. Toi, qui es-tu pour te présenter? Ali ibn Abi Talib lui a dit que lui, il s'appelle Ali ibn Abi Talib, Sammaytuhu Ummu Haïdar. Donc, dont la mère l'a appelé Haïdar. Haïdar, ça signifie un lion qui est en chasse. Enfin, un lion enragé, si vous voulez. Et du coup, ils ont nommé leur missile du nom de Haïdar. Et d'ailleurs, c'est aussi un nom de famille qu'on retrouve dans plusieurs pays africains, notamment au Sahel, au Mali, au Sénégal, en Mauritanie. C'est des noms de famille qu'on retrouve, Haïdar, qui fait référence à la famille du prophète qui ont quitté qui ont quitté l'Arabie Saoudite et qui ont migré vers ces parties du globe là. Ça, c'est pour la partie histoire. Maintenant, on est dans cette histoire de cessez-le-feu. On va attendre à voir sur quoi ça va déboucher. Est-ce que ça va déboucher sur... ils ont utilisé sur les autres attaques, les Américains, les missiles Tomahawk. Ils en ont utilisé 30. Et il est fort probable qu'ils ont jeté une bouteille à la mer. Comme avec les GBU 57. Donc ça aussi à voir. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport aux événements qui ont eu lieu lors de ce conflit. Maintenant, moi j'ai une conclusion par rapport à ça. Si l'Iran n'avait pas de programme nucléaire militaire et n'avait pas de raison particulière d'avoir de programme nucléaire militaire, si bien ici, aujourd'hui, elle a 1 milliard de raisons de pouvoir faire son programme nucléaire militaire, pour ma part. Parce que c'est elle qui s'est fait agresser. Malgré le fait qu'elle avait signé le traité de non-prolifération et qu'elle avait suivi toutes les règles qui lui étaient imposées. Elle a subi toutes les sanctions qu'on pouvait subir. Et malgré cela, sachant que les traités de non-prolifération protègent les pays à ne pas se faire agresser. Donc l'accord qu'il y avait et que Donald Trump avait déchiré en 2015
protéger l'Iran, parce que l'Iran n'en est pas sorti, c'est les États-Unis qui en sont sortis, protéger l'Iran contre toute attaque concernant son programme nucléaire, tant qu'elle respecte ce qui lui est demandé, les inspections de l'AIEA et tout ça. Mais je pense que l'AIEA c'est terminé, ils n'iront plus inspecter quoi que ce soit. J'ai vu qu'ils ont demandé à ce qu'ils puissent pouvoir de nouveau inspecter pour pouvoir localiser les 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. J'ai envie de leur dire, c'est mort. Qui va accepter ça encore une fois? Pour que vous donnez la localisation pour qu'ils aillent les taper. Les Iraniens, c'est ce qu'ils vont dire. Donc, moi, je pense que ça, c'est mort. Et au niveau de la bombe nucléaire, je pense que l'Iran va tôt ou tard aller vers. Aujourd'hui, la seule chose qui bloque le fait qu'ils ne vont pas vers le nucléaire militaire, c'est la fatwa de l'ayatollah Khamenei. C'est tout. Pour moi, de ce que je vois, de ce que j'analyse dans cette histoire, c'est la seule chose qui bloque. Le jour où cette fatwa est levée, elle peut être levée officiellement comme elle peut l'être discrètement, ils iront vers la bombe nucléaire. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont été agressés à cause de ça. Donc pour moi, c'est une triple, quadruple, une dizaine de pertes en même temps de la part d'Israël et des États-Unis. Parce que je pense qu'au départ, ils se sont dit, on peut se les faire. Mais qu'au final, ça n'a pas été si simple. Parfois, tu penses pouvoir battre une personne, mais ça se passe pas toujours bien. Et là, du coup, ça s'est très 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 mal passé. De ce que moi j'ai retiré de cette histoire, ça s'est très 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 mal passé pour eux. Donc c'est ce que je vous avais à vous dire par rapport à cette situation pour le moment. On reste à l'affût sur cette histoire avec l'Iran et on verra ce qu'on peut si jamais il y a d'autres événements par rapport à ça, on l'espère pas, mais si jamais il y a de nouveaux événements, on reviendra pour faire un débrief complet encore une fois de cette histoire. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se revoit très probablement pour d'autres débriefs de ce genre-là.